Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors quelles sont déjà les résolutions pour 2022 ? On en a parlé tout à l'heure, en plus tu le sais, moi j'en ai pas pensé, j'y ai pas encore pensé, mais... Et c'est ça, Toi t'en as. Oui, j'espère atteindre le même statut que Rust, à savoir être suffisamment un exemple, suffisamment quelqu'un de bien pour ne plus avoir besoin de faire des résolutions. Ça suffit. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Jake Paul. Jake Paul qui va tenter de faire sa révolution à l'UFC avec 3 propositions qu'on trouve intéressantes et on en parle maintenant, générique Big Rusty. Donc Jake Paul, oui, qui a apostrophé Dana White, le président de l'UFC, par un tweet assez long que nous avons traduit, que nos équipes ont traduit bien évidemment pour les besoins de ce podcast. 3 propositions de la part de Jake Paul. 1. Augmenter le salaire minimum d'un combattant par combat à $50,000. Il est actuellement de $12,000 par combat. 2. Garantir, je pensais que c'était 10 000, mais apparemment c'est à 12 000 désormais. 2. Garantir aux combattants de l'UFC 50% des revenus annuels de l'organisation. On est pour 2021 à environ 1 milliard, vous inquiétez pas, on parlera de ça très bientôt. 3. Fournir des soins de santé à long terme à tous les combattants. Entre parenthèses, c'est ce qu'écrit Jake Paul, vous avez dit précédemment que les dommages au cerveau font partie du spectacle. Imaginez que la NFL dise cela. Fin de la parenthèse. De nombreux anciens combattants de l'UFC ont déclaré publiquement qu'ils souffraient de lésions cérébrales. Voilà les 3 propositions de Jake Paul pour changer, révolutionner un petit peu l'UFC. Moi je trouve que sur le papier c'est très bien, mais bon, faut vivre un petit peu dans le monde des bisounours pour y croire. Qu'en pense Big Rusty ? Et surtout, je crois que dans son message, il a donné un ultimatum 5 jours. à Dana White, 5 jours pour accepter. Donc bon, évidemment, naturellement, c'est plus un coup de pub qu'autre chose, puisque donc évidemment que jamais de la vie, l'UFC n'acceptera quoi que ce soit de la sorte. Jamais de la vie ? Mais jamais de la vie. Mais c'est vrai qu'en tant que proposition, ce qui est donc le but de Jake Paul, c'est simplement de faire parler en même temps de lui et en même temps de ses propositions, parce qu'il sait qu'il aura un grand retentissement dans le monde du MMA avec ce genre de choses. Mais au final, ce qui est pas forcément, ce qui est très bien aussi, quoi. Enfin, je veux dire, si ça fait jaser, mais c'est pour créer un débat et donc que c'est pour le meilleur ensuite, peut-être pour aller vers entre guillemets un monde meilleur pour les combattants, tant mieux. Que ce soit Jake Paul ou pas, tant mieux. Enfin, tant que le débat est commencé, c'est l'essentiel. Et alors. C'est vrai que pour les différents points, alors pour ce qui est du 3e point à propos des dommages au cerveau, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si Dana White a déjà dit ce truc-là, donc perso, je me prononcerai pas là-dessus parce que je ne sais absolument pas si c'est vrai. Il s'était déjà exprimé à ce sujet, ouais, c'était il y a pas très très longtemps. Il avait dit ça ? En fait, il avait dit ça dans le sens où, effectivement, il était en mode ça fait partie des risques liés au sport. Ouais. Tu vois. Et lui il avait même ajouté, mais je crois que ça n'avait pas été vérifié par la suite, qu'il y avait déjà je sais plus si c'était une prise en charge ou quoi, mais qu'en gros le personnel de l'UFC étudiait déjà ce sujet-là pour essayer de prendre en charge les combattants. Mais après je sais pas si actuellement les combattants sont pris en charge à ce niveau-là. Ok, en tout cas c'est intéressant. C'est vrai que, alors puis pour le premier point, si on doit les reprendre chacun, c'est vrai que ce serait clairement l'idéal. Enfin, c'est sûr que le fait d'avoir un seuil, un prix de départ, un salaire de départ par combat qui soit donc de $50,000, c'est clair que alors là, je pense que tout le monde, les fans, les combattants, tout le monde serait d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ça. Surtout les combattants seraient d'accord, mais sinon regardez bien, même si quand vous prenez une carte de 12 combats, combien est-ce qu'il y a ? On en parlait assez souvent. En fait, le vrai problème à l'UFC, c'est pour les combattants stars, mais les combattants qui ne sont pas des stars, donc à savoir en ouverture de carte, ils sont extrêmement bien payés par rapport à ce qu'ils apportent et d'un point de vue rentabilité. Et en gros, si tu payes tout le monde $50,000, je trouve que tu vois, par exemple, là, on va prendre l'événement qui a lieu la semaine prochaine, l'ouverture de carte, c'est Silvana Gomez-Juarez contre Vanessa Demopoulos. Je pense que les deux, à $12,000 chacune, plus je crois qu'en plus c'est pas 12 000 en fixe, et si tu gagnes c'est 12 000 plus 12 000, personne dans le monde ne va les payer 12 000 plus 12 000. C'est vrai. Mais moi, j'ai changé un petit peu d'avis par rapport à ça, je crois. Oh, wow. Ouais. Vas-y.
Alors, Ça y est, on a du attendez, clash. c'est parti pour la sortie de Big Rusty à ce sujet-là. Parce que, ok, vas-y, je suis très intéressé pour le coup. Bah, en fait, j'ai changé d'avis par rapport à ça parce que, en fait, j'ai changé d'avis pour une raison simple qui est, en fait, moi, perso, je commence à vraiment avoir envie que les choses bougent pour donner envie aux athlètes en général, aux jeunes athlètes, quels qu'ils soient et quel que soit leur background sportif, de venir en MMA. Et en fait, même si je suis complètement d'accord avec toi, genre, là, tout de suite, tu vois, genre froidement, c'est clair que je ne sais même plus comment elles s'appellent, les deux meufs que tu as citées. Donc, est-ce que... ouais, ah bah bravo. Donc, bon, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais bon, bah, c'est peut-être vrai pour la majorité des cartes UFC. Les combats d'ouverture, c'est vrai que généralement, ce sont des gens qui ne sont pas encore connus, ou pas, et qui ne le sont peut-être pas, enfin bref. Mais... c'est vrai que 12 000 plus 12 000, on pourrait se dire, bon, bah, c'est peut-être un petit peu plus payées par rapport à ce qu'elles apportent entre guillemets au business quand tu vas voir même en boxe anglaise et au Bellator ou dans d'autres organisations d'MMA, c'est clair que généralement les ouvertures de cartes sont mais genre c'est à coût de $500 qui peuvent être payés quoi. Vraiment et ça il faut le dire aussi, c'est quelque chose que l'UFC fait et qui est quand même extraordinaire. C'est qu'ils ont un seuil effectivement de 12 000 pour te montrer au combat et plus 12 000 si tu gagnes. Et ce que ne font absolument pas la majorité d'écrasante des autres organisations, et même en boxe anglaise. Parce qu'on a, voilà, tout simplement pour faire la partie très rapide, mais on a toujours un petit peu ce côté, ouais, mais l'anglaise, il gagne des dizaines de millions, des centaines de millions. Alors c'est peut-être vrai pour Floyd Mayweather et les quelques stars, mais lorsque vous regardez la distribution des salaires sur une carte au global, même sur la carte Canelo Alvarez versus, je sais pas, Mayweather à l'époque, il y a quelques années maintenant, je pense que le tout premier combat de la carte, je pense qu'il fait pas 12 000 et encore moins 12 000 plus 12 000, tu vois. Mais, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai changé, voilà, c'est vraiment parce que je commence à avoir envie que des mesures soient prises pour que les jeunes sportifs aient envie de venir dans le MMA. Et en fait, je me dis, ça, c'est un petit peu comme, j'imagine, tu vois, en NFL ou en NBA. Attends que je finisse d'abord, et même si t'es pas d'accord, en gros, parce que je me dis, tu vois, que ce soit le roster est bien moindre, c'est-à-dire que alors je pense quoi que je suis même pas sûr. Non, si, le roster est bien moindre, mais surtout, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de couper Ross. Ça ne m'arrive pas en plus. 2022, j'ai décidé de le couper chaque fois qu'il commencera à se lancer dans une envolée lyrique. Non, mais c'est surtout, tu vois, et c'est très dur ce que je vais dire, mais il ne faut pas que les gens le prennent comme ça. C'est, mais je préfère mettre des pincettes dans le sens où tu vois, en NFL par exemple, ou même en NBA, n'importe quel joueur a son importance dans le roster. Vous pouvez pas payer tout le monde comme un quarterback, mais le mec qui va être, je sais pas quoi que running back, c'est aussi, enfin cornerback par exemple, c'est peut-être un petit peu moins en vue, mais c'est extrêmement important comme poste. Celui qui fait, à de rares exceptions près, ceux qui font les ouvertures de cartes, c'est uniquement pour remplir la grille TV, et qu'en gros le show commence à 19h. Tu vois, c'est rare qu'ils mettent, par exemple Ramzat Chimaev, enfin, quand il y a un gros espoir qui arrive, qui fait ses débuts ou quelqu'un sur lequel on va miser, ils sont pas en tout début. Ceux qui sont le premier combat de la soirée, généralement, c'est un petit peu pour faire le remplissage. Et du coup, en fait, moi où là, je suis effectivement pour que les salaires augmentent, mais pour les top stars, dans le sens où pour moi c'est scandaleux que quand tu prennes ton bonus en pay-per-view, t'aies un bonus de $1 par pay-per-view. Bah non. Pour moi, le bonus de pay-per-view que tu devrais avoir, c'est $10 ou $5 parce que les gens l'achètent pour toi, tu vois, ce pay-per-view. Quand t'es le premier combat de la soirée, on sait que personne ne paye ou n'allume sa télé pour te regarder à part ta famille ou tes potes, tu vois. Genre par exemple, pas Ouais, du mais du Pimblet, coup, vas-y. mais du coup, qu'est-ce que tu répondrais si un gars te disait, donc en l'occurrence, mettons que ce soit moi, mais qui te dise au hasard, un cornerback qui est genre cinquième remplaçant de l'équipe, tu sais. Ouais, Il est complètement. dispensable. Tu trouveras probablement plein de mecs qui ont le même niveau que C'est lui. ça. Personne l'a jamais vu. Ah oui. Et il va être payé des millions. Non, mais Par dans an. le sens, pour moi, en fait, ça c'est l'étape qui arrivera en toute fin. Je veux dire, aujourd'hui, en MMA, quand il n'y a pas de syndicat, pas de choses comme ça, la priorité pour moi, c'est que les superstars soient très bien payés, tu vois. Comme Pour en que ça boxe. fasse grimper tout et que tous les bateaux montent avec la marée. Ça, ou tu vois, par exemple, en boxe anglaise, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, aujourd'hui, il y a personne qui gueule en boxe. Alors qu'on est dans une situation où c'est beaucoup plus scandaleux. Quand je dis plus scandaleux, c'est que vous allez avoir, comme l'avait dit Rust, un événement avec Canelo, ça existe toujours aujourd'hui, où le mec, en ouverture de carte, il va être payé $1000. Alors que Canelo, lui, va toucher ses 25 millions, tu vois. Mais personne gueule. Pourquoi ? Parce que tu vois, tu peux te dire, que tu sois le mec enfin, n'importe quel petit, ou, enfin, vous êtes en boxe, vous pouvez toujours vous dire, ah, je peux espérer
être comme Canelo, avoir mes 25, mes 50 millions. En MMA, t'as un espèce de plafond de verre qui est impossible à franchir. Et je pense que ça passe à partir du moment où tes superstars commencent à vraiment bien gagner leur vie. Mais sinon, on est dans une situation où, tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que mine de rien, si, enfin, l'UFC ne pourra augmenter tout le monde que par un syndicat, et si on est dans un délire comme ça, bah, ces combattants-là ne trouveront plus de combat. Parce que Juarez, là, si maintenant on dit c'est 50 000 $ pour la trouver, je pense que personne va mettre les 50 000 $ pour qu'elle combatte, tu vois. Tu penses? Parce que je me dis, là, sur une carte, même une carte ultra pétée au sol, bon, parce qu'en fait, non, disons, en soi, je suis d'accord avec toi, là, comme ça, sur le court terme. Je suis complètement d'accord que c'est clair que t'as pas envie de payer ces sommes-là pour Pour elle, si par contre on te dit t'es obligé de payer tous tes mecs au minimum 50 000, bah plutôt que de la prendre elle, les gens ils vont prendre Mokaev, tu vois. Absolument. Absolument. C'est vrai, parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense malgré tout que l'idée de monter les salaires pour tous et le fait que ça donnerait probablement, au moins qu'il y aurait un vrai ruissellement, d'autres athlètes vers le MMA, parce qu'en gros, tu dirais, bon, bah, ok, même si je suis pas Conor McGregor et que je suis un peu, en gros, dans la ligue numéro 2, dans la B-League, même à l'UFC, bah, je sais que je vivrais bien, j'aurais une belle vie, je serais payé vraiment comme un sportif de haut niveau, même si je suis pas forcément très médiatique et très reconnu. Ben, je pense que de manière globale, il y aurait vraiment une inertie qui ferait qu'on aurait, dans peut-être 10 piges, beaucoup plus d'athlètes qui auraient donc été vers le MMA, qui auront donc été vers le MMA, et donc un nivellement vers le haut du niveau global, en fait, et donc forcément le sport qui avance. Mais c'est là où c'est chaud, c'est que, bah oui, mais le problème, c'est que même si ça c'est vrai, alors déjà, je sais pas si tu penses que c'est vrai ou pas, mais admettons même que ce soit vrai, bah, effectivement, le problème, c'est qu'en attendant ça, et donc qu'il y a eu ce nivellement vers le haut qui fait que le sport au global augmente, qui fait que machin, il faut trouver une solution qui soit viable là tout de suite. Et c'est peut-être là où pour toi c'est pas faisable. Ouais, non, mais moi, honnêtement, ça passera d'abord par les superstars et surtout, faut que ce soit quelque chose de rentable parce que ce soit la NFL, la NBA, la NHL et ces autres sports, ils gagnent beaucoup plus de sous parce que on va dire que c'est pas du tout choquant, tu vois, de voir le remplaçant du remplaçant qui touche un salaire minimum qui est à 100 000 $. En NBA, le salaire minimum, il a plus de 2 millions. Mais quand vous regardez les mecs qui arrivent là pour signer les contrats de 10 jours, bah, c'est des gars qui étaient des stars il y a 5 ans, qui ont un véritable, je sais pas comment dire, un véritable impact. Là, les deux exemples qu'on a pris là, qui sont des exemples concrets, ça va avoir lieu dans 2 semaines, c'est des gens, l'organisation qui les paye 50 000 $ perd de l'argent. Tu perds de l'argent avec ces gars-là. En fait, moi, c'est surtout le problème que j'ai aujourd'hui avec l'UFC, c'est le côté, on a un peu ce sentiment, tu vois, qu'ils se font de l'argent sur le dos des combattants. Mais pour certains, celui, par exemple, on en parlait aussi souvent, Sam Alvey qui est à l'UFC, lui, il est à 80 000 balles par combat. Lui, c'est un mec, 80 000 balles, personne, aucune organisation au monde ne va lui proposer autant. Et certes, vous allez me dire, ouais, mais les gatekeepers, il est payé pour prendre des KO, ceci, cela. Ça peut être un jugement qui est un petit peu dur, et c'est vrai que Sam Alvey, oui, vous regardez son bilan, il est pas extrêmement glorieux, mais grâce, il a bénéficié de l'ancienneté, du fait que, enfin, aujourd'hui, il touche 80 000 balles par combat, c'est énorme. Il n'y a aucune autre organisation qui lui proposera autant. Ce qui est scandaleux, c'est que par contre, voilà, un mec comme Kamaru Usman, il n'arrive même pas à taper les 5 millions par combat, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que si on dit, ouais, mais des gars comme Sam Alvey, des gars comme les filles qui vont ouvrir la carte dans 2 semaines, bah, personne ne les connaît en tant que noms, c'est-à-dire que c'est pas des noms qui vendent, mais ce sont des combats que les fans casual qui viennent pour voir un UFC, bah, en gros, c'est comme des employés qui sont là et qui font des tâches dans une entreprise l'entreprise pourrait trouver des remplaçants et s'en dispenser assez facilement, mais n'empêche qu'ils sont là et qu'ils font le taf, et que là, pour le coup, du coup, ces meufs-là, par exemple, bon, bah, certes, elles seraient dispensables et personne ne vient pour elles, mais n'empêche qu'elles sont là et qu'elles remplissent parfaitement leur office, qui est d'offrir un combat, d'offrir un divertissement au public, et que du coup, entre guillemets, bon, bah, c'est peut-être que l'UFC perd de l'argent, mais sans eux, à savoir, quand je dis eux, ce sont ces combattants de l'ombre que personne ne connaît et qui font peut-être 4/5e du roster de l'UFC, bah, sans eux, l'UFC ne remplit pas ses critères non plus. C'est-à-dire que sans eux, la carte, elle fait 3 combats et du coup, c'est pas jouable et c'est pas possible.
Enfin, c'est pas vraiment un argument ce que je donne, mais c'est quand même, ça participe pour moi, une fois qu'on a pris ça en compte, du fait que malgré tout, oui, l'UFC perd de l'argent avec ces combattants-là, mais n'empêche qu'ils sont cruciaux aussi, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire. Et Oui, donc non, que ça c'est mériterait. important pour qu'il y ait le show qui soit complet, on va dire. Ouais, Mais et aussi, ça permettrait d'avoir moins ce côté qui est important aussi, moi je trouve, pour la crédibilité du sport quand même, de se dire, tu vois, que ces combattantes-là, c'est quasi sûr, hein, ils ont un travail à côté. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu tâche de se dire, t'es à l'UFC, t'es diffusé partout dans le monde, et une fois que t'as passé le week-end ou ta Fight Week, tu retournes à ta vie de, t'as ton job et en même temps, t'as ta carrière de combattant. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche quand on se dit, aujourd'hui l'UFC prend de l'ampleur telle que on peut se dire, tous les mecs devraient être full-time, en tout cas à l'UFC, tu vois. ouais. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que de prime abord, ça fait un peu mal au cœur parce que même si c'est vrai, et je suis sûr que tu verras. Ce qui me fait dire que c'est impossible, c'est que ces combattants-là, tu fais passer de 10 000 à 50 000. Qu'est-ce qu'il dit le mec qui était payé 30 000 avant? Bah, j'imagine que tu nivelles tout vers le haut, effectivement. Ouais. Et là, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est sûr. Ah bah c'est clair que mathématiquement, de toute façon, c'est chaud. Parce qu'effectivement, si tu remontes tous les seuils, ben, tu dois effectivement remonter toute l'échelle. Mais, euh, mais ouais, même si tout ce que tu dis se tient, ça me fait mal au cœur parce que je me dis que le faire, et donc probablement que ça passerait en même temps aussi par donner 50%, donner 50% des bénéfices que fait l'UFC aux combattants, au salaire des combattants. Là, probablement qu'il n'y a pas de problème, tu peux faire ce nivellement vers le haut. C'est-à-dire qu'à mon avis, vu les sommes en jeu, même si c'est pas des sommes de sponsoring de l'ordre de la NFL ou de la NBA, ça reste quand même des très grosses sommes. Et si tu mets 50% de tous ces bénéfices-là sur le salaire des combattants, je pense qu'il n'y a aucun souci sur le fait que tu peux mettre les seuils à 50 000 Oui, et remonter tous ceux qui étaient à 30 000 avant, évidemment. tu vois. Si t'as ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai Ce que qui était c'est donc le deuxième point. Fernand Lopez qui avait dit ça dans King Energy, et je n'y avais pas pensé, et c'est vrai que ça m'a un peu ouvert l'esprit, tu vois, on parlait effectivement du salaire des combattants, et c'est vrai que l'UFC, mine de rien, le fait qu'ils prennent une part des revenus qui est quasi indécente, hein, parce qu'on est sur du 80-20 en faveur de l'UFC, mais c'est vrai que d'un autre côté, ils investissent tellement sur eux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire que peu importe, et c'est triste, hein, c'est triste d'un côté parce qu'on se prive d'énormément de combats et tout, mais le fait que l'UFC investit énormément sur elle-même, ça fait qu'on a une organisation qui a atteint un statut où ils n'ont presque plus besoin de superstars pour réussir à soit se renouveler ou soit continuer à progresser. En boxe anglaise, les promoteurs sont, et c'est un peu moins vrai avec Eddie Hearn parce que lui a vraiment réussi ça avec Matchroom, mais vous pensez promoteurs, ils sont forcément associés à tel ou tel superstar. Et le renouvellement ensuite est extrêmement compliqué parce qu'ils sont un petit peu trop prisonniers de ça. Il n'y a pas ce côté investissement ensuite sur le futur où on va essayer de dénicher une autre pépite. Et l'UFC a réussi ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, c'est une véritable marque. On regarde aussi pour les combats, mais c'est vrai que l'UFC a réussi à s'affranchir un peu de cela. Et c'est vrai que pour le sport au global, je trouve, moi, personnellement, que c'est assez intéressant. Enfin, regardez par exemple le dernier combat de Jake Paul, ils ont fait 65 000 pay-per-view. C'est c'est un petit peu compliqué. Enfin, et sa promotion de Most Valuable Promotion, puisqu'il est son propre promoteur, tu vois. Par exemple, là, Oscar de la Hoya, depuis que Canelo Alvarez est parti, c'est là aussi très compliqué pour lui. Alors que Eddie Hearn, avec Matchroom, il a réussi aussi, en ayant les salaires de la boxe anglaise, mais à créer, tu vois, un véritable écosystème autour de son organisation, et c'est là où moi je trouve que ce que Eddie Hearn fait, c'est hyper intéressant. Avec Rust, on avait regardé il y a pas longtemps les fléchettes, les événements de fléchettes Incroyable. organisés par Matchroom, c'est, bah voilà, c'est la folie, tout simplement. C'est un truc de ouf, hein. Ça, c'est toi qui m'as fait découvrir. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient réussi à faire ça, c'est donc, ils viennent de la boxe anglaise, Eddie Hearn et son père. Et vous allez regarder, alors je sais plus quels étaient les noms des événements, vous tapez, je crois que c'est Corey Hill, non, William Hill, et probablement avec Fléchette Darts. Et vous allez trouver des événements, vraiment, mais je vous jure, c'est vrai, avec une ambiance, t'as l'impression d'être lors d'un Conor versus Brandao à Dublin pour des fléchettes. C'est un truc de ouf. Tu sais, t'es vraiment les mecs, ils font leurs trois coups et derrière, t'as des rugissements de foule quand les mecs réussissent à les mettre dans les petits trucs et tout. Mais vraiment, je pensais pas voir ça de ma vie un jour, mais tant mieux et bravo à eux. Mais ça, effectivement, c'était un aparté. Mais
Oui, c'est sûr. L'UFC a créé une marque, a réussi à créer une marque et donc ils sont un peu indépendants de la même manière que Dana White, avec son Contender Series de Dana White. Bon, bah, c'est clair que c'est Dana White la star et que. Mais ouais, j'ai quand même tendance à me dire, alors on verra ce que donne le deal ESPN à la fin de leur deal, tu vois, mais lorsqu'il aura expiré. Mais le fait que là, ESPN, ils doivent payer l'équivalent de 500 000 pay-per-view à chaque event numéroté. Non, c'est chaque event ou chaque event numéroté? Chaque event numéroté, quand même. Oui, quand même. Chaque event numéroté. Et le fait que quand il y aura plus Connor, on espère qu'il y aura une autre star qui prendra le relais, mais si c'est pas le cas, ça va être compliqué pour l'UFC quand même de faire des événements qui passionnent autant les foules. Donc, on avait vu, je crois que la stat, c'était 38%, Connor est responsable de 38% des ventes en pay-per-view de l'année 2021, un truc comme ça. Et voilà, je ne sais pas si ça pourra trouver un bout de souffle ou pas. Si ça se trouve, non. Et si ça se trouve, ils se débrouilleront très très bien, toujours sans ça, même s'ils n'ont plus des stars de la cabine de Conor McGregor. Mais c'est clair que je me dis, si ce business model-là ne change pas, de toute façon, ils font des trucs de ouf, hein, et que ce soit l'UFC Apex, que ce soit les UFC PI à Shanghai, ils ont préparé un au Mexique, je crois, un truc comme ça. Ils investissent et ils font grimper le sport qui gagne en crédibilité, c'est clair. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de star, je pense que ça dépend tellement de vraiment de superstars pour l'impact qu'a ton sport que en faisant ça et en n'ayant pas ce raisonnement-là, genre sur le temps long, sur le long terme, ils se privent potentiellement de superstars qui auraient elles-mêmes pu élever le sport vers d'encore plus haute cime. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est bon, nous on est deux petits mecs qui ont absolument pas la compréhension de business des mecs de l'UFC, c'est clair. Tu vois, ils ont une équipe qui c'est des gros bonnets. On comprend rien, hein, par rapport à eux, c'est sûr. N'empêche qu'on peut pas s'empêcher de se poser des questions, quoi. J'aimerais bien savoir quel est leur plan sur les stars, le fait que du coup ce modèle-là probablement on en produira beaucoup moins que ce qu'il pourrait en produire s'il se donnait les moyens. Et c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, moi perso. Mais est-ce vraiment le cas, Rust? Je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, hein, ça ne produit pas, ça pourrait difficilement, à mon avis, produire plus de stars. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que les stars sont plus actives ou pas. Mais qu'au niveau de la production de superstars, l'UFC est vraiment à un niveau où rares même sont, tu vois, les stars qui atteignent un certain statut au point de se dire on arrête de combattre, parce qu'un Israël Adesanya, jamais une seule fois, on l'a entendu se plaindre par rapport à ça, et le gars restait extrêmement actif. Les cas qu'on a en tête, ce sont plutôt des situations où les gars commencent à se poser la question de se dire il me reste plus beaucoup de temps, comment est-ce que je fais pour récupérer le plus d'argent en combattant le moins possible. John Jones qui a déjà 34 ans, Jorge Masvidal qui a je crois 36 ans, et Conor McGregor qui lui il a atteint un stade où c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'il est plus grand que l'organisation, donc c'est vraiment des cas bien particuliers. Mais sinon tu vois vas-y. Ouais, c'est vrai. Regarde même Kamaru Usman, on l'entend plus du tout se plaindre. Hein. On l'entend plus se plaindre, c'est vrai. Et Kamaru Usman, c'est effectivement le plus probablement peut-être celui qui va aller le plus à l'encontre de ce que j'allais dire. Mais j'allais dire, du coup, pour moi, même si c'est vrai factuellement, pour moi, c'est logique parce que donc si tu es jeune et que tu sais que tu as encore pas mal d'années à traiter avec l'UFC, vaut mieux peut-être pas se les mettre à dos tout de suite, quoi. Du coup, je comprendrais que les superstars qui sont un peu plus jeunes dans l'organisation, comme Adesanya, n'aient pas forcément envie de partir en frontal contre l'UFC parce qu'ils ont encore 3-4 piges à traiter avec eux, tu vois. Et qu'ils sont pas encore plus grands que le sport non plus, quoi. Ouais. Dernière proposition de Dana White, de Jake Paul en tout cas, Big Rusty, c'était là par contre je pense que c'est important, c'est justement sur toutes les maladies neurodégénératives que peuvent avoir les combattants après leur carrière. Certes ça représenterait énormément d'argent pour l'UFC, mais ça pour moi, là on est sur quelque chose qui est extrêmement important à la manière de la NFL. Je sais pas comment l'organisation peut le traiter parce qu'on atteint très rapidement des sommes colossales, mais vraiment colossales, parce que forcément on est sur une partie du corps où ça ne se soigne pas comme ça. En plus généralement vous découvrez tous les traumatismes et dommages, l'entièreté de la cause une fois que la personne est décédée, donc c'est d'autant plus difficile. Mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais là aussi, vous regardez par exemple ce qui est fait en France avec le rugby ou dans d'autres sports, c'est très très touchy comme sujet, parce que
ça fait globalement partie du sport. Vous savez qu'en faisant du MMA, des sports de combat, il y a énormément de risques que forcément vous preniez des coups à la tête et qu'ensuite vous en payez le prix malheureusement. Et donc là, je sais pas ce que l'UFC pourrait faire, mais en tout cas, là pour moi c'est un point qui est hyper important parce que sur l'après-carrière des combattants, il y a énormément d'exemples. Mark Coleman par exemple, où vous vous dites ah, putain c'est vrai que j'ai apprécié voir ce gars-là combattre. Peut-être qu'on l'a vu un petit peu trop longtemps, c'est vrai, dans la cage, mais bon, ça reste une légende malgré tout là quand vous regardez tous les combattants qui étaient autrefois des superstars qui font aujourd'hui la une pour des déboires X ou Y, ça met un petit peu mal et c'est vrai que là pour moi ce serait important pour l'UFC de prendre à bras le corps ce problème là. Le truc là encore c'est je sais pas comment ils pourraient s'y mettre, mais ce serait important. Ouais, bah j'avoue, je ne sais pas non plus. Enfin, c'est vrai que ils sont pionniers sur tellement de choses, l'UFC, que ce serait vraiment stylé qu'ils soient pionniers là-dessus, sur vraiment un suivi et limite un suivi dès le début, même pendant la carrière, en fait. Tu vois, un petit peu, par exemple, Joseph Valtellini en kickboxing qui a arrêté sa carrière parce qu'il avait vraiment des énormes alertes neurodégénératives. Bah, ce serait bien effectivement qu'il y ait un suivi de la part de l'UFC et que lorsqu'il est avéré qu'il y a des débuts de lésions, des trucs ou des choses comme ça, ben que soit il force à faire des temps d'arrêt, mais en les payant, en les payant, mais je sais pas si c'est viable ou si c'est faisable, tu vois, mais en les Non, payant. en tant qu'ambassadeur, Ouais, donc les forcer à arrêter complètement. tu peux faire ça. Mais en soi, Ouais. l'UFC l'a un petit peu fait, mine de rien, avec BJ Penn et avec Diego Sanchez. Et Chuck Liddell indirectement aussi. Oui, Ouais. exactement. Mais je pense que ouais. Après, c'est vrai que eux, c'était entre guillemets déjà presque trop tard. Enfin, c'est pas de la faute de l'UFC, ça c'est. Mais ouais, eux, c'était déjà trop tard. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement. Sur ce point-là, tout ce qu'on pourrait dire, je pense, c'est ben oui, c'est clair que ce serait vraiment l'idéal d'avoir une attention portée particulière à ces problèmes-là qui sont, bah, c'est la vie des combattants. Mais je ne sais pas exactement comment l'UFC pourrait s'y prendre. C'est vrai qu'il faudrait enfin, en tout cas, pour ma part, que j'y réfléchisse peut-être un peu plus en profondeur, parce que là, à brûle pour point comme ça, j'aurais peut-être pas de réflexion qui serait vraiment structurée là-dessus et sur ce sujet qui est pourtant d'importance. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant, il y a de plus en plus de protocoles qui sont mis en place, ce qui serait bien aussi. C'est vrai qu'ils soient respectés à la lettre. On sait qu'à chaque fois qu'il y a les suspensions de la commission athlétique du Nevada, c'est par exemple 6 mois quand il y a quelqu'un qui s'est pris un gros KO, avec 2 mois ensuite d'entraînement sans se prendre de coups, on sait que les combattants ne respectent pas toujours ça. Donc tu vois quelque chose qui soit déjà énormément respecté de ce côté-là, je pense que ça pourrait bien aider. Ou c'était Michael Bisping, je me souviens, qui avait combattu contre Kelvin Gastelum 3 semaines seulement après le combat contre Georges Saint-Pierre. Certes, il s'était pas fait mettre KO, mais il s'était quand même pris un knockdown par Georges Saint-Pierre, et il s'était ensuite pris un KO contre Kelvin Gastelum. Il avait même failli perdre littéralement la vue, puisqu'il était déjà aveugle d'un œil. Là, c'était le deuxième qu'il a failli perdre juste après le KO contre Kelvin Gastelum. Il a même dû arrêter sa carrière juste après ça. Donc c'est vrai que tu vois, s'il y avait déjà un truc au global comme ça qui était suivi dans l'encadrement, comme tu l'as dit, ce serait pas mal. C'est clair. Allez, bref, à suivre Big Rusty, Big Shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein. Dans 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Wow, see ya. C'est moi ou mal connu. I'm fucking coming for you!